Tu vois? Là où normalement il y a attirance, il y a sympathie, eh bien, il va se produire le contraire. Voilà. Espérons que tu n'auras pas des problèmes après ces Même si la propos-là. personne veut se contrôler, a des arguments, des raisonnements, tout ce que tu veux, quoi. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore? Ça coûte combien un gamin? Ça, c'est Erani qui nous demande ça. C'est vrai, Oui, ça coûte combien? oui, oui, bah écoute, aux États-Unis, l'enfant parfait, 100 000, hein. Bon, 100 000, voilà, aux voilà. États-Unis. Oui, oui. Alors, si je vais en Afrique, est-ce qu'il est il est Oh, moins à mon cher? avis, t'en trouves à moins de 1 000 euros, hein. À moins de Ah 1000 oui, euros! oui, oui. En tout cas, la personne qui va te le faire, elle touchera moins de 1 000 euros, hein. Oui, celle qui va. Oh, d'accord, Voilà. ouais, ouais. Toi, tu seras obligé de passer par des intermédiaires, donc Donc, disons 5 000, 10 ouais, 000. ouais, voilà. Bon, 10 000 à tout casser, hein. 10 000 à tout casser, donc Oui, 10 fois moins cher déjà en Afrique. bien En sûr. Inde aussi, j'imagine, c'est moins cher aussi, ça vaut le Oui, coup de faire ouais. le déplacement. Ouais. L'Indien est moins cher. En plus, alors là, on voit bien, c'est vraiment les riches qui achètent les pauvres, quoi, dans cette affaire. Parce que même les pays qui pratiquent ça, bah voilà, ce sont des femmes pauvres dans des pays pauvres, en plus, quoi. Oui, On voit pas des femmes riches faire ça, quoi. tout à fait. Ouais. C'est un lot du pauvre. Alors, Mais moi, ce qui me semble, oui. bon, d'une part, si tu veux, tu as ça, et puis les Africains vont te développer à juste titre l'idée qu'il y a toujours la même division internationale entre les riches et les pauvres, hein, et qu'il y a une traite négrière, hein, qu'il y a une demande blanche de matières premières noires, et ça c'est vrai. Peut-être pas forcément sur le marché des enfants, hein, mais sur le marché des embryons. Oui. Parce que la recherche médicale a besoin d'embryons pour, euh, pour greffer, hein, des tas de cellules embryonnaires qui vont soigner des maladies. C'est déjà très très utilisé en cosmétique, mais on s'aperçoit qu'on peut vraiment se servir de l'embryon pour énormément de choses. Bon. Et ces embryons dont on a besoin, là, il est absolument indifférent que ce soit un embryon d'origine noire ou blanche ou n'importe. Ces caractéristiques ne comptent pas. En tout D'accord. cas, dans l'état actuel de la science, c'est comme ça. Donc, tu as un marché d'embryons monumental, et bien sûr, les embryons les moins chers, où tu vas les trouver? En Afrique. D'accord. Et c'est quoi, les femmes, elles se font opérer, Et elles font des qui? dons d'embryons, c'est ça? C'est très compliqué. Oh là, Très compliqué. Tu as tous les cas de figure. dans tous les cas de figure. Oui, Hein. oui, oui. Oui. Et puis, les grands savants, eh ben, ceux-là, non, ils ne sont pas africains. Tu vois? Ouais. Les patrons des grandes cliniques, des grands labos. Ils sont plutôt à Voilà. Washington ou Donc à en Tel Aviv. général, enfin, les Africains se plaignent que tu aies une mafia libanaise très très importante dans tout ce qui est traite d'êtres humains. D'accord. Oui. Sachant Parce que ouais. il faut bien associer aussi ces phénomènes de fabrication d'enfants à d'autres phénomènes qui relèvent de la traite des humains, donc la prostitution, la pornographie, le trafic d'organes. Tout ça c'est lié. En tout cas, c'est les mêmes techniques. C'est les... La même façon de voler des femmes, de leur être, de leur liberté, et de les rouler, hein, et tout ça pour un marché qui existe. Alors, on me dit, la stérilité ne vient-elle pas du stress de nos sociétés, stress qui empêche les Occidentaux salariés de bander correctement? Absolument, mais bien En d'autres sûr. termes, n'y a-t-il pas un facteur psychologique? C'est Abrahamson. Oui, oui, bien sûr, c'est évident. Oui, oui. C'est évident, ouais. Ah, Ouais, oui. ouais. Ah, C'est-à-dire oui. que lié au facteur de vie en général, Et je vais au te dire autre stress, chose. ouais. Oui, oui, le stress ne te permet pas de te concentrer sur l'activité érotique, hein, parce que justement, tu n'arrives pas à être assez détendu pour que la machine de la séduction, et du désir, tout ça se mette en place correctement. Bon. Ouais. Mais c'est valable aussi au niveau de la création artistique. La création artistique, elle ressemble à la procréation. Tu n'as pas de créateur parmi les gens stressés. Il faut avoir beaucoup de temps libre. Ouais. C'est pourquoi il y a tellement d'artistes, hein, qui viennent de milieux de la marginalité, où tu n'es pas formaté par le salariat, hein, par une routine quotidienne très stricte, hein, qui va te pomper toute ton énergie. Ouais, tout à fait, ouais, Voilà. ouais, tout à Donc fait. c'est la même chose, hein. L'oisiveté, le temps perdu, la fainéantise, tout ça c'est bon pour l'amour et pour la création, pour l'invention, pour tout ce qui va au-delà justement du quotidien. Bon, bah, Voilà. on me dit, alors là, il y a encore d'autres réactions. Madame, vous êtes admirable. Je bois vos paroles comme du petit lait, c'est à en pleurer. Que pensez-vous de la dérive de l'enfant roi issu des idées modernes
et qu'on représente bien habituellement à travers les livres de Françoise Dolto. En d'autres termes, êtes-vous plutôt favorable au Rousseau naturaliste ou à Hobbes éducateur? Merci de pas pour cette émission, c'est tellement rafraîchissant. C'est George Harrison, encore. Ah, George Harrison, il faut qu'on se rencontre. Alors, c'est toujours pareil, hein, les bonnes idées, elles débouchent toujours sur des abus, et puis c'est catastrophique. C'est vrai, c'est politique de l'enfant roi, parce qu'aujourd'hui, soyons... Allez, pour en parler plus, moins il y a clairement, c'est d'enfants, devenu la norme. C'est devenu la norme, moins il y a enfant d'enfants, roi, plus on les adore, et plus le résultat est catastrophique. Bon. Je voudrais signaler quelque chose qui m'a beaucoup impressionné dans mes lectures. C'est une découverte que les enfants à qui on ne donne pas de repères religieux autour de l'âge de 3 ans vont être susceptibles de développer la maladie d'Alzheimer. Alors je ne sais pas très bien quel est le savant sérieux qui a assez de recul pour affirmer une chose pareille, mais ça me semble tellement logique que je souhaite que ça soit connu, que les gens réfléchissent à ça. C'est-à-dire à l'âge où on structure son rapport au monde. Si on ne te donne pas de réponse aux questions que tu te poses dès que tu t'éveilles au monde, d'où je viens, pourquoi est-on en vie, quel est le sens de l'existence, qui a fait l'univers, ces questions élémentaires, tu n'as pas les réponses, un jour ou l'autre les réponses elles vont t'attraper et t'étouffer. Tu seras dévoré par la métaphysique qui va s'emparer de toi, te déchiqueter, t'émietter dans ta tête. Oui, c'est cohérent, c'est cohérent. Oui. Surtout qu'on se pose tous la question à cet âge-là. Forcément. Il y a toujours un moment de... Justement, disons de 3 ans à 10 ans. Voilà. Après, on s'y fait. On ne sait toujours pas si Dieu existe, mais on fait avec. Et puis, on nous bloque sur cette question, parce que souvent, quand on pose la question aux adultes, ils nous disent et tu comprendras que ce soit plus grand, on ne pose pas ce genre de questions. Oui, mais il y a des questions sur lesquelles il faut donner des réponses très à l'avant parce qu'elles structurent. Alors c'est comme un des grands thèmes de Farida Belgoul, qui est en train de réimplanter un modèle d'instruction fonctionnelle. Oui. Eh bien, il faut commencer au début, au démarrage. Comment est-ce qu'on apprend à lire? Si tu apprends bien à lire, ça va te permettre d'apprendre tout ce qui va suivre avec une logique cohérente, une continuité et le développement de ton aptitude à apprendre. Bon. Eh bien, la réponse aux questions qui font notre insertion dans l'univers et notre insertion par rapport aux générations antérieures, eh bien, elle est vitale aussi pour qu'on s'y retrouve. Alors, on ne s'en est pas aperçu, si tu veux, dans beaucoup de milieux, jusqu'à une date récente, parce que tu avais quand même la foi communiste qui a soutenu la génération de nos parents et nos grands-parents, ma génération, quand il n'y avait pas le support donc des religions établies avec leur mythologie, leurs rites, leurs croyances, leurs dogmes, enfin, donc un système très très articulé. Les communistes sont des gens qui croient en l'homme et qui y croient désespérément et qui vont être extrêmement disciplinés en fonction de leur idéal et qui vont donner à leurs enfants des repères solides. Alors maintenant, on s'aperçoit que le communisme n'ayant pas donné des résultats aussi beaux qu'était le projet au départ, l'idéal au départ, il vaudrait mieux chercher, dire à Dieu de s'occuper de notre avenir, d'occuper sa place de référence. Voilà. Ça nous semble plus sûr maintenant que d'avoir des références intermédiaires qui seraient comme ça, je crois dans Staline, je crois... Bon, ça n'est plus suffisant. Non, très loin de là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Ces pratiques du baby business ne serviraient-elles pas aussi à différents cercles de pédophiles? Oui, j'ai oublié d'en parler, bien sûr. Ah oui, parlons-en. C'est forcé. Parlons-en, parce qu'il y a une tendance qui s'accompagne en fait de toute cette mouvance qui va à la, comme on pourrait dire, la légalisation ou la banalisation en tout cas de la pédophilie en tant que sexualité. Et c'est présenté d'ailleurs comme tel par certaines personnes, défendues, oui. On se rappelle de Maître Lévy dans une grande émission, c'était chez TDI, où il avait clairement invectivé tout le plateau en disant oui, on peut plus s'exprimer, on peut pas faire, je fais ce que je veux. Il avait dit une sexualité un peu à part, voilà. C'est tout ce que ça inspirait donc au monsieur de détournement d'enfants. On parle d'enfants de 8-9 ans, il parle d'une sexualité à part. Alors, la pédophilie, elle s'inscrit dans la pornographie, dans la prostitution, ce n'est qu'une variante de plus. Plus il y a de choses permises, plus le désir s'affaiblit. Donc convoiter le fruit défendu est toujours plus excitant
que de convoiter ce qui est à portée de la main. Donc la pédophilie revient à la mode, bien sûr. Notre société, donc, telle que les espèces de maîtres du monde, donc, qui voudraient tout contrôler, cherche à aller vers la sauvagerie, la bestialité. La différence en principe entre l'homme et l'animal, c'est que l'homme a plus de règles, plus d'interdits que l'animal. Bon. On voudrait que nous n'obéissions que à nos instincts de satisfaction immédiate. Donc forcément, la pédophilie en fait partie, dans certains cas, etc. Alors, ce qu'on voit déjà quand même, c'est qu'il y a beaucoup de scandales de pédophilie qui se révèlent quand des hommes politiques importants sont pris en flagrant délit dans ces choses-là. Ouais. Et donc là, on revoit le schéma fondamental qui apparaît brusquement, brutalement. C'est toujours pareil, ce sont les riches qui abusent des pauvres. Et la variante, si tu veux, de l'abus des enfants n'est qu'une variante là-dedans. Les enfants sont des enfants volés, des enfants drogués, des enfants qui rapportent à des intermédiaires. Bon, ils ont encore moins de défense que n'importe quelle autre catégorie de personnes prostituées de force. Oui. Là, alors, on me dit, y a-t-il un homme politique qui soutient même dans l'ombre votre cause? Et avez-vous une action pour 2015 qui va vous faire connaître au monde entier ce que je vous souhaite? C'est agité. Alors, il y a énormément d'hommes politiques qui réagissent très sainement à toutes les inventions modernes qu'on veut faire passer pour progressistes. Et c'est une très bonne nouvelle. Je pense qu'il y a partout des gens capables de s'imposer à un niveau national ou au-delà. Il y en a partout. Il y a énormément d'associations qui vont résister sur ces mêmes bases. Actuellement, par exemple, en Russie, il y a un mouvement très très fort de résistance à toutes ces horreurs, en particulier justement parce que chez eux c'est assez développé malheureusement. Bon. Alors, les hommes politiques qui essayent de résister, ce sont des otages. Parfois, ils sont des otages tout simplement de leur traitement et de leurs primes, de députés, de ministres, bon, des avantages matériels qui les achètent. Ce sont des gens corrompus. Mais la conscience, elle existe chez tout le monde. Absolument. Aucune raison de désespérer. Alors, mon action pour 2015, finir de réaliser le film, le livre, soutenir l'action de Farida pour cette éducation monumentale qu'elle est en train de mettre en place. Et puis, ce sont les événements qui vont nous dire sur quel front il faut attaquer. Là, par exemple, je lisais récemment des choses passionnantes sur le rapport entre la pornographie et le terrorisme. Ouais. Et l'affaire Charlie vient de faire prendre conscience à beaucoup de gens de tout ça. Les musulmans ont une culture infiniment plus pudique que la culture occidentale. Or, depuis la guerre des États-Unis contre l'Irak, on sait que les envahisseurs américains utilisent la pornographie pour violer mentalement leurs ennemis. On a eu les horreurs de la prison d'Abu Ghraib. D'Abu Ghraib, bien sûr. De Bagram en Afghanistan aussi, bien sûr. On force les prisonniers à rentrer dans des schémas pornographiques abominables. Ouais, à avoir des rapports sexuels entre eux. Donc pas seulement le viol, mais faire rentrer tout le monde dans l'univers de l'obsession par les choses les plus bestiales. Bon. Il est évident qu'il y a une offensive des pays occidentaux riches pour répandre de la pornographie partout dans le monde, et spécialement dans les pays pauvres. L'Organisation mondiale de la santé n'accorde de crédit aux pays africains que s'ils votent des lois en faveur de l'homosexualité. On ne leur demande pas leur avis pour la pornographie parce qu'elle rentre par Internet toute seule. Ils ne peuvent même pas s'y opposer. Personne n'arrive à résister à Internet. Mais ils sont invités en fait à faire des lois favorables donc qui encouragent l'homosexualité. Non, c'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Les gouvernements n'auront pas de subventions pour la santé de leur population s'ils ne font pas des changements législatifs de façon à encourager l'homosexualité. Alors l'homosexualité, elle n'est pas toujours pornographique, mais ça fait partie toujours du même schéma.
Il faut absolument que tout le monde fasse n'importe quoi. C'est indispensable. Et l'homosexualité, dans des pays qui ont une forte tradition religieuse bien vivante, et non pas une tradition à moitié morte comme ici, mais c'est un crime, c'est inadmissible. Donc, on attaque une société sur ce niveau spirituel-là, eh ben, on la démolit. On la démolit parce qu'à ce moment-là, tout l'enseignement des anciens, des parents, est réduit à néant. Hein. Donc c'est l'autorité paternelle, encore une fois, qui est anéantie. Ouais. On brise des pays entiers, et là c'est le schéma colonial, impérialiste, intégral. Alors on me dit aussi, une étude scientifique suisse révèle que les enfants issus d'une fécondation in vitro ont un risque accru de souffrir d'un dysfonctionnement cardiovasculaire prématuré. Les résultats sont jugés particulièrement préoccupants par les spécialistes. En avez-vous entendu parler? J'en ai entendu parler aussi, oui. Oui, je n'ai pas plus de détails, mais effectivement, oui. D'accord. Bon, bah, c'est Gaspard qui nous dit ça, on lui poste bonjour. La masturbation favorise-t-elle la stérilité? Tiens, c'est Jinmon qui nous dit ça. Bah alors, Jinman. Non, on nous pose cette question-là. Moi, je ne suis pas médecin, ni psychiatre, ni religieuse, mais il y a quand même une réponse évidente à cela. Hein. La réponse que donnent toutes les religions. La masturbation fait qu'on est moins porté vers l'autre sexe, hein, puisqu'on se satisfait. Donc ça affaiblit l'attirance et la fascination qui doit exister pour l'autre sexe. Hein. Il faut idéaliser l'autre sexe pour que la rencontre ait lieu et que la rencontre soit féconde, équilibrante, harmonieuse, créative. Moi, c'est quelque chose que j'adore par exemple dans le cinéma iranien et dans les coutumes de la société iranienne. L'idéalisation de la femme, elle est permanente. Hein. Elle est comme c'était au temps de l'amour courtois au Moyen-Âge en France. En Iran, un homme ne touche pas même la main d'une femme, sauf les gens de sa famille, mais en privé, à la maison. Bon, mais quand vous avez même pas ce contact physique, vous développez une idéalisation merveilleuse de l'autre sexe. Bon, c'est bon, c'est fécond. Parce que là, quand ça ici, alors talibanisme pour tout le monde. Mais quand on tombe amoureux, et ben là-bas c'est sérieux. Hein, on se dit pas, oh, je change de copine dans 2 mois parce que celle-là, bon, elle est un peu trop grosse ou un peu trop maigre. Je fais l'avocat du diable. Bon. Je fais l'avocat du diable comme d'habitude. Mais est-ce que ça encourage pas aussi justement, on va dire, les dérives et en tout cas le fait que les gens, puisqu'ils idéalisent en plus cette vision de la femme, ils développent en fait à côté d'autres formes de sexualité et en particulier, on le sait, dans ces pays-là, il y a une forte homosexualité qui est développée parce que justement la femme est idéalisée, voire inaccessible en fait. Donc cette inaccessibilité de la femme favorise aussi le terrain de l'homosexualité dans certains pays musulmans, quoi. Alors c'est un grand tabou. Alors je sais, j'ai raté le musulman sur le dos, mais je fais l'avocat du diable. C'est pas moi, c'est un personnage, c'est pas moi. C'est comme Dieu, c'est pas moi. Alors, si tu veux, moi j'aime beaucoup essayer d'aider les gens à retrouver leur idéalisme. Je pense que c'est indispensable, qu'on ne peut pas vivre sans idéalisme. Mais il n'y a pas de société parfaite. Il y a toujours des abus, même dans les meilleures intentions, c'est évident. Bon. Il faut savoir quand même que les religions ne traitent jamais de la même façon l'homosexualité masculine et féminine. L'homosexualité masculine, elle est toujours condamnée par les religions parce qu'elle est satanique, c'est-à-dire qu'elle veut prendre la place de Dieu, faire les choses à l'envers de ce qui a été établi par la nature, par Dieu, par un projet quel qu'il soit. Mais bon, l'homosexualité féminine, elle n'a pas de conséquences. C'est-à-dire, mais l'homosexualité masculine non plus, non? Je comprends pas. Mais si, à partir du moment où il y a sodomie, hein, c'est ça qui a toujours choqué les religieux. Ils disent, là, il y a vraiment une inversion physiologique des rôles, il y a quelque chose qui va vraiment frontalement contre la nature. Ouais, mais si les femmes avaient moyen elles le feraient aussi. Non. Ah bah, il y en a qui se mettent des ceintures. On va rentrer dans les détails, mais... Il y a les fameuses ceintures, là. Non, mais ça existe aussi. Oui, mais enfin... C'est la technologie. Enfin, bon, tu me diras, peut-être qu'un jour, il y aura des femmes pour essayer d'imposer ce modèle-là, mais pour le moment, non, ça va, on n'y est pas encore. Puis dans le monde qu'on nous propose, j'ai envie de te dire, quoi, bientôt on va proposer de se faire greffer des pénis, certainement, non? Si c'est pas déjà le cas.
Non. Non, c'est pas pareil. Non, Donc la question c'était... Bah, bah oui, l'homosexualité, elle existe partout. non, elle existe partout. Si tu veux, ce qui compte pour qu'une société soit saine, soit vivante, c'est que l'homosexualité, donc il y a parfois des traits physiologiques, d'autres fois c'est un peu plus un caractère secondaire ou superstructurel. Bon, il y a toutes sortes de degrés, etc. Il y a beaucoup de contradictions dans chaque être humain aussi. Il faut que ces choses-là restent contrôlées, marginales, périphériques, que ça ne supplante pas l'ordre principal qui fait qu'une société est vivante, se reproduit, par définition. Dans la Grèce antique, toute une postérité homosexuelle, admiratrice des philosophes grecs, nous ont dit « Ah, mais la société grecque était formidable, parce que là, les meilleurs étaient homosexuels, et c'était normal, et tous pédophiles, impeccables, etc. » Mais ce n'est pas vrai. Ah bon? Ce n'est pas vrai. Cette génération de philosophes grecs, qui se permettaient beaucoup de libertinage, et en particulier dans ce sens-là, d'abord, ils annoncent la décadence politique et militaire de la Grèce. C'est un stade ultime, si tu veux, dans le développement de la société. Et d'autre part, c'était des gens qui développaient l'homosexualité sur le mode de la relation entre maître et disciple. L'attirance, l'admiration, l'adoration entre maître et disciple, c'est des choses qui existent dans toutes les sociétés et qui sont naturelles, qui sont positives. L'initiation, c'est-à-dire l'apprentissage très profond, l'apprentissage qui vous transforme, mais il passe toujours par le choix d'un maître qu'on va considérer comme un dieu. Tu comprends? Oui. Et un homme âgé, il ne peut que adorer le jeune homme dans toute sa fraîcheur, etc. Bon. De là à passer à l'acte, là, c'est de la transgression. Alors forcément, quand tu mais es... chez les Grecs, ils trouvaient ça normal. Donc Eux, ils trouvaient ça normal. Ceux qui le faisaient, c'est tout. C'est tout. Ouais, mais il semble que même chez Mais les comme dans toutes Spartiates, les on a parlé sociétés. Mais dans de toutes les couples sociétés. soldats Mais oui. qui allaient combattre ensemble, l'autre portait le bouclier de Oui, l'autre, oui, etc. bien sûr, oui. Achille et Patrocle, tout ça. Oui. Bien sûr. Mais je te dis, c'est une composante des sociétés, mais ce sont les artistes qui prennent ça brusquement comme étendard. Puisque c'est dans ces milieux-là, justement, que ces choses-là sont presque naturelles, ou en tout cas très répandues. Tu comprends? Et c'est vrai, si tu veux, que l'homosexualité, très souvent, ça veut dire une stérilité fonctionnelle choisie, du point de vue physiologique, mais ça donne parfois aussi une ouverture critique très grande sur le monde tel qu'il va. Donc ça donne de la créativité. C'est pas faux. C'est pas étonnant, si tu veux, que beaucoup d'artistes soient homosexuels. Parce que quand tu es en retrait de la société, tu la vois mieux. Ouais, oui, c'est sûr. Bon. Donc, tu as un auto-engendrement de l'homosexualité. Les homosexuels aiment les homosexuels, donc ils vont dire du bien des homosexuels du passé, et ils vont en faire une montagne, et nous faire croire que là-bas, qu'autrefois c'était formidable, tout le monde était homosexuel, c'était parfaitement normal. Bon, c'est de l'exagération. Ça n'a pas un peu continué quand même en Grèce, parce qu'ils ont quand même une tradition assez... écoute, je te dis, en ce moment, c'est les plus ouverts à la GPA pour homosexuels. D'accord, les Grecs aussi. Bien sûr. Ah bah. Et c'est évident, si tu veux, qu'ils se disent, non, il faut qu'on exploite notre patrimoine, les si tu veux. Les chiens font pas des chats. Notre patrimoine mythologique. Les chiens font pas des chats. Enfin, c'est des intérêts marchands, et ça n'empêche pas, si tu veux, que la loi de fonctionnement de toutes les sociétés, c'est quand même la chose naturelle dans le monde entier, dans le règne animal, dans le règne végétal, au niveau des cellules, au niveau des molécules, l'attirance sexuelle masculin-féminin, ça existe, mais même au niveau des molécules, c'est incroyable. Ouais, les chiens font pas des chats, je voulais dire, pardon. Je rectifie. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Êtes-vous pour une réintroduction de la religion dans la politique? Si oui, dans quelle mesure? Tiens, c'est marrant ça, c'est vrai, une question de maestro. En plus, on arrive aux dernières questions. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. C'est comme la GPA, là. C'est les dernières. Qu'est-ce que t'en penses? Toi, c'est vrai de ça, les réintroductions de la religion dans la politique? C'est une question très difficile. Je pense qu'il y aurait 1000 façons de réintroduire la religion dans la politique. Mais une part de religion, toi, quand même, ça te dérangerait pas quand même? Écoute, je pense que toutes les personnes qui ont une conviction religieuse devraient être un peu plus militantes de ce côté-là, déjà, tu veux. Oui, déjà. Pour commencer. Pour commencer. Il ne faut pas cacher ces sentiments religieux qui sont quand même la base de notre personnalité, de nos engagements. Notre référence ultime, c'est quand même Dieu. Bon, il faut absolument le crier sur les toits dans la société actuelle, puisque ça fait partie aussi du projet totalitaire de nous couper absolument de toute spiritualité.
Bon, bah, c'est le moment ou jamais de dire, eh ben non, on ne marche pas. Ouais. Alors déjà, si tous les hommes politiques étaient un peu plus offensifs, un peu plus honnêtes, un peu plus loyaux envers la tradition religieuse à laquelle ils appartiennent, on avancerait. Parce qu'on est dans un monde de duplicité incroyable et de soumission vertigineuse. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Oh, oui, une question. Pourquoi ER passe sous silence le ministère de l'Instruction publique de Farida? C'est quand même d'un intérêt supérieur aux chamailleries de cet été. C'est Eurasien qui veut réactiver Je vais en faire de l'embrouille, Eurasien. Bon, alors je te pose la question, parce qu'après on va dire je l'évince. Je ne suis pas ER. Bon voilà, au moins les choses sont claires. Mais j'ai une idée. Je pense qu'il y a eu une campagne menée contre Farida qui dépasse telle ou telle personne, qui a été une campagne très sournoise, très souterraine, dont on ne connaît pas tout, de toute évidence. Beaucoup de gens se sont fait manipuler, mais en tout cas les faits sont là. Farida représente quelque chose d'insupportable pour le système totalitaire qui veut nous contrôler. Elle fait tout pour une convergence concrète, non seulement entre les hommes et les femmes, mais entre les chrétiens et les musulmans. Et en ce moment, c'est fondamental. Tu vois ? Alors, l'affaire Charlie, encore une fois, il faut nous en servir de cette affaire Charlie. Nous avons vu que le gouvernement dit très officiellement « je suis Charlie » et a obligé dans les écoles à faire étudier Charlie, les caricatures les plus dégueulasses. Bon, c'est scandaleux. Après ça, le gouvernement va dire « non, non, j'adore les musulmans, j'adore les musulmans ». Il n'y a pas un musulman qui y croit, c'est déjà un résultat. Au moins, les choses deviennent plus claires. Notre gouvernement, pour une raison mystérieuse, idiote et criminelle, veut que la population musulmane et celle qui ne l'est pas rentrent en guerre. Voilà. Tout simplement pour pouvoir les contrôler. C'est tout. Je ne pense pas qu'ils veuillent le triomphe de l'une ou de l'autre. Ils veulent juste panique générale, guerre civile générale. Bon, l'affaire Charlie a servi à bien réactiver ces très mauvais réflexes. C'est évident. Tout à fait, oui. Bon, moi, je travaille avec Farida pour la convergence des sensibilités religieuses et de tout, avec tous les gens qui n'ont pas envie de s'identifier à une tradition religieuse spécifique. Ce sont quand même des gens qui ont, eux aussi, une recherche d'idéal, d'éthique, de justice, de vérité. Bon, tous ces gens-là doivent converger et doivent empêcher la guerre civile de s'installer. Cette guerre civile, on veut nous forcer, on nous met le nez dedans par la pornographie obligatoire maintenant. C'est épouvantable. Mais tu fais bien tu fais très bien. Alors que certaines personnes se soient laissées manipuler, ce n'est pas étonnant parce que il y a des gens manipulables et qui ne voient pas que c'est ça l'enjeu. Bon, je pense qu'il y a des chrétiens qui, comme dit Farida, sont plus bourgeois que chrétiens, qui ont tellement peur des musulmans, qui ont tellement peur que les musulmans viennent leur piquer leur patrimoine, d'une façon ou d'une autre, en grignotant dans le logement, dans les salaires et dans la spiritualité, qu'ils sont prêts à la guerre contre l'islam. C'est monstrueux. Alors c'est un réflexe bourgeois que je connais parce que c'est un petit peu mon milieu, si tu veux. Je pense que des mauvais réflexes, il y en a dans tous les milieux. Il faut absolument briser ça. Alors on me dit aussi, Marianne, n'allez-vous pas avoir besoin de garde du corps après toutes les quenelles lancées ce soir pour vous défendre contre ce Pierre Berger, ça clique. Alors là, je vais répondre. Alors, je veux bien des gardes du corps, mais j'ai déjà un garde du corps. Ah bon, bah ça va. Oui. Bon, bah tu nous rassures alors. Attends, je vais te le montrer. C'est un protecteur. Alors, j'ai un garde du corps. C'est le plus grand de tous. C'est ma petite croix de Jésus. C'est une petite croix que j'aime bien parce qu'elle est en or, mais c'est un or qui imite le bois, qui imite les planches, des planches clouées. Bon, c'était un cadeau de ma grand-mère. Je l'aime beaucoup puisqu'il combine, si tu veux, l'idée de la matière vivante et puis un beau matériel, un beau métal, l'or. Se rattacher à sa religion, se rattacher à Jésus, qui est un personnage révéré absolument dans toutes les religions, considéré comme un saint, c'est-à-dire un absolu, un maximum de ce à quoi peut atteindre l'homme, ou plus, c'est le point de vue chrétien, que c'est encore plus que ça. Ça, c'est une protection extraordinaire. Ça te donne de la force. Donc ça, si tu veux, c'est le côté médicament. Jésus est vraiment un tonique extraordinaire.
Mais objectivement, en plus, ça produit des miracles. Ça débloque des situations. Ça fait que beaucoup de choses qui paraissaient invincibles, comment dire, se dissolvent, tombent en miettes, en poussière. Voilà. C'est un joli message. Donc mon conseil, portez un signe religieux. Vous faites ce que vous pouvez en fonction des lois, des restrictions, de la mode, de ce qui est jouable ou pas dans votre milieu, mais portez un signe religieux sur le corps, parce que, comme ça, eh bien, vous êtes sûr que vous avancez, que vous êtes sur la bonne voie. Hein, vous vous reniez un petit peu moins, et vous êtes un peu moins seul. Bon, alors, c'est une petite plaque coranique. Hein. Ah ben voilà d'où vient la rumeur, il est musulman et tout, tu vois. Je porte des plaques coraniques. Bon, c'est un cadeau. Moi aussi, je considère que c'est mon petit gris-gris à moi aussi. Oui, c'est le début, c'est le début. Ah, ça va plaire. Ah, là, je remonte ma côte auprès des musulmans. Après toutes les saloperies que j'ai balancées ce soir. Oui, j'ai la carte. Non, je suis comme vous. Bon, bah, alors, je reprends une dernière question. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Je vais aller voir si, parce que, bon. Sûr? Ouais, tout ça vaut qui pas. Voilà, ça. Non, j'ai pas entendu, là. Ils me disent tout ça vaut qui pas. Ah, non, bah, parce oui, qu'on a sorti les trucs. Alors, et il y en a qui me disent, pensez-vous que le blasphème fasse partie du plan? Ah oui, absolument. Absolument. Ah oui, c'est évident. C'est Pierrot qui Ah oui, me dit ça. Ouais. oui. On veut, et puis on le voit même dans les programmes pour les enfants, les programmes de télé pour les enfants. Ouais. À quel point on veut leur inculquer que vraiment la seule chose rigolote dans la vie, c'est de piétiner ce qu'on vous apprend Ouais, en famille, à il y a toujours l'école. des démons dans les programmes. Blasphémer, Non, dire du mal d'eux, de tout ce qui est sacré, piétiner. Bon, puis les gosses, ils y sont naturellement portés. Hein. Ouais, parce que Faire tenir un gosse tranquille dans une église, hein, c'est pas simple hein, de nos Ouais, jours. c'est Hein. vrai, ouais. Ils ont tendance, hein, ils aiment bien ça. Parce que tous les dessins animés, systématiquement, on voit Voilà, toujours des c'est démons, toujours ça. des esprits malfaisants et oui, tout. oui. Ils font flipper les mômes. Enfin, je sais Mais pas, oui. moi je me rappelle des Mais dessins oui. animés de mon époque, ça faisait pas autant flipper. Mais bon, là, aujourd'hui, ça fait Bon, vraiment c'est flipper. humain, hein, c'est une tentation hein, de toujours chercher le mal parce que c'est plus marrant. Bon. Mais c'est comme ça que ça commence. Bon. Et le blasphème, ça fait partie de la stratégie, c'est aucun doute. La moindre des choses, c'est de respecter toutes les religions, tout ce qui soutient l'être humain. La moindre des choses, c'est de la respecter dans son prochain. Bon, s'il ne se soutient pas avec les mêmes choses que moi, ben, quelle importance? Ce qu'il faut, c'est qu'il soit vivant. Ouais. Blasphémer, c'est tuer quelqu'un. C'est l'attaquer dans ce qu'il a de plus profond, de plus sérieux. C'est inadmissible. Eh ben, Maria, merci. Hein, on arrive au bout de l'émission. Ah, voilà, il y a eu pas mal de réactions. Bon, bah ça, j'ai posé plus ou moins quand même toutes les questions. Donc, bah voilà, ça durait plus longtemps que la première fois. Parce que, ah oui, comment. Vous aussi, pour ceux qui ont suivi la première fois, bah voilà, vous aviez été frustrés. On n'était pas allé au bout, bah là on y est arrivé. On a même dépassé un petit peu. Bah merci beaucoup hein, d'être venu. Merci à vous parce que j'ai pas souvent l'occasion de m'exprimer. Donc, puis j'adore votre façon de faire. Hein. Comme ça, ce débat-là. J'adore ça. Ah bah non, bah c'est génial. J'aime bien cette formule. Ah bah merci. Ouais, eux aussi apprécient visiblement hein, tous les connectés, Pierrot, Soussoub, Neoximus, Igabiva, D'ici Tutsi, Yod, Daoudnas, Fonge de Brie, Raphaël Maurice, Patriote, Patouli, Geva, Cartman, Dowen, qui est-ce qui est encore connecté? Alfred Ecoq, Frisky, Frit Fricadelle, Paul Smith, Age, voilà, Lapinou. Là, Lapinou, il vient de s'inscrire. À mon avis, c'est l'émission de ce soir, ça a donné des ailes. Voilà. Et ben, merci à vous tous, Kalinka, voilà, tous ceux qui sont connectés, les habitués, comme on dit. Gros big up à la régie aussi. Donc, Mika, Steph, DJ Premier. Et évidemment, on se retrouve demain, normal, parce que demain, c'est la Constitution, hein, voilà. Donc vous avez du taf. Demain, c'est vous qui bossez. Hein. Moi, je m'assieds sur le canapé. Merci la régie. Ah là, merci voilà. la régie. Eh ben voilà, la régie, voilà. Et merci les métanotes. là. Les métanotes. Métanotes, Tous au taquet. Tous au taquet. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Et puis, vous savez très bien que si vous écoutez ce message-là présentement, en ce moment, et que vous êtes là demain, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, 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 ciao. Ok.